Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos qui va porter sur les guerres de Vendée. Je pense faire des vidéos sous un format assez court, 10-15 minutes environ, parce que j'ai remarqué c'est ce qui marche assez bien sur les chaînes d'histoire en fait. Euh, les gens souvent ils reviennent du travail, ils n'ont pas forcément envie, même quand ils aiment bien l'histoire comme c'est mon cas, de regarder des vidéos d'une heure, 2 heures. Donc je préfère faire des vidéos sous un format court, mais vu l'étendue du sujet, j'en ferai au moins une dizaine, je pense. Donc cette première vidéo va parler des causes de la contre-révolution, en particulier en Vendée. Donc, je vais diviser le propos en trois parties. Donc tout d'abord, assez rapidement, je vais parler des causes de la révolution. Je vais pas m'étendre parce que c'est un sujet complexe. Et puis je suis pas un expert, je connais un petit peu quand même. Ensuite, je parlerai des causes de la contre-révolution, pas uniquement en Vendée, partout en France. D'ailleurs, il y aura des insurrections qui vont arriver à Lyon, en Provence et ailleurs. Mais donc, je parlerai des causes de cette contre-révolution. Et puis, pour finir, j'expliquerai pourquoi ce qui n'a pas pu se produire dans le temps avec des armées organisées autour de plusieurs chefs. Ce qui a pas pu se produire donc en France, ça a pu se produire en Vendée sur plusieurs années. Même si bon, les guerres de Vendée, c'est principalement 1793. À partir de décembre 1793, l'armée va être complètement défaite à Savenay. Et ce sera plutôt la guérilla après, avec le général de Charette en particulier. Donc assez rapidement, quelles sont les raisons pour la Révolution française à partir de 1789? En général, il y a quelque chose que les gens identifient assez bien, c'est la faim. Donc effectivement, à partir de 1788, il y a une famine, le peuple a faim. C'est des conditions qui sont vraiment favorables pour des émeutes, des troubles. Ça a toujours été le cas, c'est l'histoire de l'homme quelque part. Ce qui est un petit peu moins compris, je pense, c'est qu'il y a des raisons éminemment politiques là-dessus. En fait, il y a une classe qui est la bourgeoisie qui est émergente, et par-dessus ça, il y a aussi donc c'est des raisons politiques, et par-dessus ça, il y a des raisons même religieuses, je dirais, en particulier via la franc-maçonnerie. Alors ça peut paraître un peu complotiste comme ça, mais il suffit de regarder la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour voir que il y a des choses de cette nature-là, c'est assez manifeste quand on regarde bien. Et puis Robespierre, par exemple, parlait du culte à l'être suprême. Donc il avait un projet qui était religieux quelque part. Et encore une fois, c'est la franc-maçonnerie, c'est pas des athées, hein. Souvent c'est des gens qui ont quand même des considérations religieuses, même aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est. Il y a un contexte en fait qui fait donc qui a émergé pendant tout le XVIIIe siècle, euh, qui a suivi les Lumières et qui fait que il y a tout un tas de personnes qui voudraient bien changer les choses. Et après, l'événement déclencheur, comme je le disais, ça va être la fin. Donc par rapport à ça, il y a des raisons qui sont conjoncturelles et des raisons structurelles. Les raisons structurelles, il faut les chercher en fait sur les règnes de Louis XV et Louis XVI.
surtout Louis XVI. À partir de 1774, Louis XVI va, par l'intermédiaire de son ministre Turgot, édicter un édit sur la libéralisation du prix du grain, sous le modèle anglais, hein, qui est l'anglais, c'est des commerçants, les Anglais, ça a toujours été des gens assez libéraux, et en fait, on va s'aligner sur eux via Turgot, donc le ministre de Louis XVI, qui est, lui, est vraiment un libéral et puis qui est assez influencé par les idées des Lumières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avant ça, contrairement à ce qu'on pense souvent, le peuple était très protégé par les rois par rapport à l'accès aux denrées alimentaires. Donc, on rigolait pas du tout avec ça. Euh, Quand on vendait des denrées de première nécessité sur les marchés, le peuple était le premier servi. Et s'il y avait des spéculateurs qui voulaient profiter d'une situation, en fait, ils étaient très sévèrement réprimés. Chose qui va changer donc à partir de cette loi de 1774 sur la libéralisation du prix du grain. Et donc ça, c'est ce que je disais, c'est des raisons qui sont vraiment structurelles, qui font que potentiellement n'importe quelle famine peut maintenant avoir des impacts très importants sur la vie du peuple qui peut être un petit peu à la merci de tous ces spéculateurs. Et ensuite, donc, effectivement, à partir de 1788, il y a des très très mauvaises récoltes. Donc ça, c'est la raison conjoncturelle. Voilà, donc c'est ça qui va permettre à une certaine classe de renverser la table. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Ensuite, donc, je vais parler des raisons de la contre-révolution. Ça va être l'objet de mon propos principalement aujourd'hui. Donc, j'ai identifié trois principales raisons. Euh, donc, les premières raisons, ça va être les persécutions religieuses. Dans toute la France, à partir de 1791, il va y avoir une volonté de la République française de soumettre en fait les prêtres. Donc, ils vont devoir ils vont devoir prêter serment à la Constitution. Et c'est pas quelque chose qui est anodin. En fait, c'est quelque chose qui a vraiment qui s'attaque à la fois parce que le prêtre ne peut plus vraiment enseigner ce qu'il veut. Au mois d'août 1792, en vertu de la loi d'exil, près de 400 prêtres insermentés sont expédiés d'Angers à Paimboeuf pour être déportés. Leur crime, ils ont refusé le serment à la Constitution. Ils ont refusé de quitter l'Église. Quand on regarde bien, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, mais à partir de la Révolution française en particulier au XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une volonté de l'État français de contrôler la religion. C'est très manifeste à partir de 1880, euh, sous la Troisième République, il y a la loi d'exil euh, des communautés religieuses. Donc, par exemple, il y a des communautés monastiques, ils demandaient rien à personne, ils vont être obligés du jour au lendemain de partir en exil en Angleterre. Je pense par exemple aux moines de Solesmes, l'abbaye de Solesmes, qui est assez connue pour avoir restauré le chant grégorien, et puis beaucoup d'autres. Et pareil, les lois de 1905, enfin, c'est quelque chose qui est constant, même aujourd'hui. Depuis le confinement, on voit bien que l'État essaye de dire à l'Église, bah, non, vous n'allez pas pouvoir avoir des cultes, on va fermer les églises tant qu'on le voudra, quoi, en fait. Donc c'est quelque chose qui est une constante depuis la Révolution française.
Seulement à l'époque, les Français sont encore très religieux, donc il y a eu un petit déclin au début du XVIIIe siècle à partir des idées des Lumières, mais dans les campagnes en particulier, les Français sont encore très pratiquants, c'est sûr, et bien sûr catholiques. Donc déjà, c'est une première raison, ça va très mal passer. Ils vont voir les prêtres qui sont obligés de partir en exil, enchaînés, enfin, comme des vulgaires voleurs. Ils vont pas du tout accepter ça. Par exemple, en Vendée, donc il y a une minorité de prêtres qui va accepter de prêter serment à la Constitution. C'est vraiment une minorité, mais en fait, on va les surnommer les trutons, c'est-à-dire les intrus. Ce qui prouve bien que le peuple avait bien vu qu'il y avait une arnaque, qu'il y avait une volonté de changer le dogme, et c'était pas du tout accepté, en particulier dans les campagnes. Donc ça, c'est une première raison qui est très, enfin, ça va vraiment peser par la suite. Donc ensuite, la deuxième raison, elle est connue, c'est la mort du roi le 21 janvier 1793. Donc place de la Révolution à Paris. Le roi est guillotiné après un simulacre de procès. Des pressions qui ont été faites sur un certain nombre de juges pour obtenir la condamnation à mort de Louis XVI. Par exemple, Saint-Fargeau, il me semble même qu'on l'a tué. Enfin, on a tout fait pour qu'il vote la mort du roi. Voilà, donc ça, pareil, hein, la devise des Vendéens, ça va être Dieu et le roi, mais en France, à l'époque, en fait, à partir de 1789, le peuple veut quand même la révolution. Même le roi le veut, même Louis XVI veut. C'est un homme assez moderne, euh, d'ailleurs peut-être trop. Et en fait, il est d'accord pour cette révolution et le peuple aussi. Par contre, changer le régime, ça, il y a quasiment personne qui était pour, à part une minorité agissante. Donc, à part, on peut quand même citer, il y a des poches révolutionnaires, en particulier d'une diagonale qui va de Bordeaux à Sedan, donc une diagonale sud-ouest-nord-est. Mais même là, en fait, c'est une minorité, très clairement. Donc, en fait, cette mort du roi, c'est quelque chose qui est... je pense qu'on se rend pas compte, hein, mais ça va être quelque chose qui va stupéfier les gens, quoi, et pas qu'en Vendée. Ce 21 janvier 1793, place de la Révolution, à Paris. La tête coupée du roi est montrée au peuple, stupéfait, jeté en défi à tous les souverains d'Europe. La liberté ou la mort sera la devise de la République. Donc voilà, deuxième raison, mort du roi. Donc c'est quelque chose qui va commencer à avoir, enfin, ça va se répercuter assez rapidement par la contre-révolution, parce que c'est janvier 1793. Les premières émeutes en Vendée, c'est mars 1793. Euh, donc 2 mois après. Par contre, ce qui va vraiment être l'élément déclencheur, ça va être les lois de conscription qui vont arriver donc en mars 1793. Il y avait déjà eu des volontaires en 1792 qui étaient partis pour se battre en Europe. Donc la France avait déclaré la guerre à l'Europe monarchiste. Et du coup, de retour, quand les conscrits qui étaient volontaires sont revenus euh, de ces batailles, en fait, il va y avoir une nouvelle loi de conscription et ça va vraiment mettre le feu aux poudres. Euh, donc, faut quand même savoir, encore une fois, ça c'est pas trop enseigné à l'école, mais sous l'Ancien Régime, en particulier avant Louis XIV, le paysan, il naissait sur ses terres, il mourait sur ses terres, quoi. C'était le cas, enfin, c'était la règle générale. Euh,
Donc à partir de 1688, il y a quand même, pour être tout à fait objectif, des milices provinciales qui vont être créées par Louis XIV. Mais ça a quand même rien à voir avec ce qui va se dessiner à partir de la Révolution. Parce qu'en fait, en temps de paix, c'est juste quelques jours par mois. Donc le paysan, lui, il a besoin, quand connaît un petit peu le cycle des moissons, oui, on est obligé le paysan est obligé d'être sur ses terres assez régulièrement. Il ne peut pas s'absenter trop. Donc ça reste des choses qui sont assez peu impactantes. C'est principalement des exercices, se former au maniement des armes, et puis c'est quelques jours dans le mois. Donc ça impacte pas plus que ça le peuple, qui peut se consacrer à ses autres activités. Après, en temps de guerre, c'est un petit peu plus impactant, mais pas tant que ça au final. Euh, Principalement, donc il y a l'armée de métier qui part se battre, et en très grande majorité, bah, les milices provinciales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont garder les places fortes, maintenir l'ordre dans les villes et les villages. Et elles peuvent, faut être honnête, être amenées à se battre, mais c'est vraiment l'exception. Euh, voilà. Et malgré ça, elles étaient déjà très impopulaires, hein, ces lois-là. Il y avait déjà, le peuple l'acceptait assez mal, alors que c'était pas si contraignant que ça. Et on peut faire une petite digression, c'est euh, à partir donc de 1792, le peuple peut être mobilisé. Et par exemple, la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose qui aurait été inimaginable sous l'Ancien Régime, quoi. C'est tous les gens qui soient célibataires ou non, mariés ou non, quel que soit leur métier, ils vont s'enrôler, enfin, ils vont être enrôlés de force dans l'armée française pour se battre. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable quand on regarde les statistiques de voir que les populations rurales ont payé le prix le plus fort. Quand on fait des stats, je crois que c'est la Bretagne, donc, qui était très très paysanne à l'époque de la Première Guerre mondiale, qui va payer le prix le plus fort, et assez largement. Donc c'est toute une population qui va être complètement décimée. Mon cher Lily l'attendait depuis des années au petit cimetière de la Treille, sous un carré d'immortels. En 1917, dans une noire forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie, et il était tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. Voilà, donc c'était une petite digression. Tout ça pour dire que si on est honnête, très objectivement, fallait mieux être paysan sous l'Ancien Régime que à partir de la Révolution. Donc c'est quelque chose qui va mettre le feu aux poudres en fait. Donc comme je le disais, à partir de mars 1793. Voilà, donc je récapitule les trois raisons. Ça va être donc les persécutions religieuses, la mort du roi et la conscription obligatoire. Malgré ça, c'est des raisons qui sont pas spécifiques à la Vendée. Donc pourquoi ça va se passer en Vendée et pas ailleurs? Euh, Enfin, en fait, ça va se passer aussi ailleurs, hein, en particulier à Lyon, qui est une ville qui est très catholique. Mais ça va être maté dans le sang très rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe en Vendée? Quelle est la différence entre la Vendée et Lyon, par exemple? Ou d'autres villes, je sais pas, Marseille, par exemple, où aussi il y a une population qui va se révolter. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'en Vendée, quand on regarde, c'est vraiment des considérations géographiques qu'il faut étudier. Quand on regarde la géographie de la Vendée militaire, euh, donc c'est une région à l'époque, ça représente 1 million d'habitants sur une population française qui fait entre 25 et 30 millions, donc c'est quand même pas négligeable. Mais c'est une population qui est vraiment rurale. Donc si on considère une zone qui va donc au nord-ouest de Nantes jusqu'au nord-est à Angers, au sud-est à Parthenay et bien sûr à l'ouest l'océan Atlantique, euh, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que c'est toute cette zone qui est assez étendue, je le montrerai sur la carte,
bah, c'est une zone où il n'y a pas de ville en fait, tout simplement. Donc, s'il n'y a pas de ville, la République jacobine ne peut pas mettre des garnisons militaires permanentes. Et donc c'est ça qui va faire que les Vendéens vont pouvoir s'organiser et mener à bien leur contre-révolution. Et donc la comparaison avec Lyon prend tout son sens là, c'est que Lyon c'est une grande ville qui va vouloir se révolter et là ça va être vraiment tout de suite ils vont être il va y avoir le siège de Lyon, il va y avoir enfin c'est affreux hein, le- les pertes civiles de la ville de Lyon qui est une ville qui fait plus de 100 000 habitants à l'époque, hein, c'est la seule avec Paris. Donc c'est déjà une grande ville à l'époque, mais il va y avoir vraiment des pertes effroyables, que ce soit au niveau civil ou militaire. Voilà, donc principalement cette raison-là. Et puis après, pour finir, il y a une autre raison. Il faut revenir un petit peu en arrière. En fait, en Vendée, enfin, parmi les catholiques, il y a un saint qui est très connu, c'est Saint Louis Grignon de Montfort. Et qu'est-ce qu'il a fait au XVIIIe siècle? En fait, il a évangélisé la Vendée. La Vendée, on pense que ça a toujours été une terre catholique, oui, très certainement, mais elle l'était sans doute moins avant que Louis Grignon de Montfort l'évangélise. Il a fait vraiment une action qui est d'évangélisation très forte, et en fait, c'est ce qui explique aussi que donc c'était début XVIIIe siècle. Mais même quelques générations après, il y a une foi qui est très très importante en Vendée au moment de la Révolution. Donc c'est une autre explication. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que pour l'instant c'est encore une petite chaîne. J'espère que ça va croître. Bon, j'ai des ambitions mesurées, mais si je pouvais atteindre les 100 abonnés déjà, ce serait pas mal. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit, une imprécision que j'ai dite dans la dernière vidéo. Je disais en fait que à l'époque de l'Ancien Régime, il était très exceptionnel pour les paysans d'aller se battre et que très souvent ils labouraient leurs champs de leur naissance à leur mort. C'est pas faux ce que j'ai dit, mais je voulais quand même préciser que sur la base du volontariat, il y a quand même eu un certain nombre de paysans qui allaient se battre en fait pour le roi, par exemple à la bataille de Bouvines, pendant les guerres de Cent Ans aussi. Alors, je vais commencer cette vidéo en démystifiant un épisode de cette guerre de Vendée, à savoir que ce serait les nobles qui auraient fomenté cette contre-révolution. Donc en fait, c'est pas du tout les nobles, hein, ça a été quelque chose de spontané. En Vendée militaire, ce sont les paysans qui se sont révoltés. En particulier après la conscription, hein, c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. En fait, il faut faire très attention parce qu'à partir de la Troisième République, il y a eu une réécriture de la Révolution française, en particulier via l'historien officiel qui a été Jules Michelet. Faut savoir pendant toute une bonne partie du XIXe siècle, la République n'était pas du tout populaire dans le peuple. Ils avaient vraiment besoin d'être légitimés et ça passait quelque part par une réécriture de l'histoire. Donc je vais citer Michelet dans son Histoire de la Révolution française. Le noble amenait l'étranger, et le prêtre empêchait qu'on ne pût se défendre. L'un poignardait la France, l'autre la désarmait. Donc c'est très clairement faux, même les historiens actuels le reconnaissent. Il n'y avait pas ce complot royaliste, en tout cas dans un premier temps. Après, il y a eu d'autres mensonges républicains sur le sujet.
Par exemple, ce qui est assez connu, c'est la phrase de Marie-Antoinette sur la brioche. Mais après, il y a aussi tout ce qui est culture populaire, malheureusement, et souvent les gens, vu ils n'ont pas une connaissance historique très étendue, ben, en fait, qu'est-ce qu'ils vont retenir de la Révolution? Ça va être la phrase de Jacouille dans Les Visiteurs. Il était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Pardon? Robespierre lui a fait couper la tête. Quel bon sens, ce Robespierre. Je suis plus un serf. Je suis un homme libre. Vive la Révolution. Vive la Révolution. Euh, c'est dommage, moi j'aime bien ce film, mais malheureusement, ça déforme les esprits. Et puis plus récemment, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série de Netflix qui s'appelle La Révolution. Et je l'ai pas regardé, mais bon, ça a l'air assez désespérant. En fait, l'idée, ce serait que les aristocrates seraient devenus fous et se seraient mis à terroriser le peuple. Alors bien sûr, c'est de la fantaisie, mais bon, malgré tout, ça entretient un climat qui est faux sur cette période historique qu'est la Révolution. Voilà, donc ça, c'est un autre mensonge historique. Pour illustrer un peu ça, je vais citer un passage du livre des Mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin. C'est un ouvrage de référence quand on parle des guerres de Vendée. Je vous encourage vraiment à lire ce livre si jamais vous êtes intéressé. Donc voilà ce qu'elle dit à propos des révoltes qui ont commencé en mars 1793. Donc c'est la page 124 de son livre. Je finis ce chapitre en assurant l'exacte vérité, mais qu'on n'a jamais cru, que ni les prêtres ni les nobles n'ont fomenté ni commencé la révolte. Ils ont secondé les paysans, mais seulement quand la révolte a été bien établie. Alors ils y ont cherché à la soutenir. Je suis loin de dire qu'ils ne la désiraient pas, mais on doit croire, en y réfléchissant un peu, qu'aucun d'eux n'était assez fou pour engager une poignée de paysans sans armes, sans argent, à attaquer la France entière. Voilà, donc il y a plusieurs sources hein, qui évoquent ça. Maintenant, parmi même les historiens officiels, c'est quelque chose qui est assez reconnu, que ça a été quelque chose qui est venu des paysans et pas des nobles. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que des nobles comme Monsieur de Bonchamp qui avait fait la guerre pour le roi, ils étaient vraiment au courant de ce qui était la chose militaire, donc ils savaient très bien qu'ils avaient très très peu de chances de gagner. Et même les autres même les autres chefs qui n'étaient pas forcément issus de l'armée, ils étaient au courant de la chose politique, ils savaient très bien le rapport de force. Et donc, ils y sont allés à reculons, hein, quand on regarde bien, même si ils avaient vraiment cette fibre-là, bien entendu, ils étaient religieux, ils étaient attachés au roi, ils avaient envie d'y aller, mais quand les paysans sont allés les chercher, ils ont pas mal t- tergiversé parce qu'ils savaient que sans doute ils se condamnaient. Monsieur Delbé, Monsieur de Bonchamp, ils avaient des enfants en bas âge à ce moment-là. Je crois que leurs deux femmes étaient enceintes. Et donc, voilà, forcément, ils étaient humains, on a plutôt envie de voir grandir ses enfants que d'aller dans une aventure qui est certes très belle avec un sens du sacrifice, mais qui est vouée à l'échec. En fait, le premier généralissime de l'armée catholique et royale, ça va être quelqu'un qui est issu du peuple. Il s'appelle Jacques Catolino et en fait, il a une réputation de saint de son vivant. C'était un marchand, donc c'était pas du tout un noble. Et ça va pas être le seul. Le seul général issu du peuple, il va y avoir aussi Stofflet, Nicolas Stofflet, c'est un Lorrain, donc c'est pas un Vendéen d'origine, il était garde-chasse et il va se joindre à la contre-révolution. C'est quand même assez remarquable de le noter. On aurait pu penser que ça allait être quand même un noble qui allait prendre la tête de l'armée catholique et royale, mais dans un premier temps, ça va pas être le cas jusqu'à la mort de Catolino au siège de Nantes. Donc quand on regarde en fait euh, la région donc où Jacques Catolino était originaire, ça va être la région où il va y avoir la plus grande révolte. Donc si on parle avec
les références administratives actuelles, en fait, c'est le sud du Maine-et-Loire, qu'on appelait à l'époque l'Anjou. Donc, outre Catelino, il va y avoir d'autres nobles comme Monsieur de Bonchamp et Monsieur d'Elbée, qui sont eux de Saint-Florent-le-Vieil et de Beaupréau. Donc c'est pareil, hein, c'est dans le même coin tout ça. Euh, et d'ailleurs, Maurice d'Elbée sera lui aussi généralissime après la mort de Catelino. La Révolution prétend arracher les hommes à leur foyer par une nouvelle loi de conscription. Foutus bourgeois pourront se payer en remplaçant. Pas de roi, pas de loi. Un peu partout dans l'Ouest, la foule des jeunes appelés va se heurter aux patriotes, aux patos, gendarmes et gardes nationaux. Et de proche en proche, dans 600 paroisses au sud de la Loire, les cloches vont se mettre à sonner le tocsin, appelant la population aux armes. 12 mars 1793, à Saint-Florent-le-Vieil, les émeutiers ont rossé les gendarmes, chassé les autorités révolutionnaires et fêté toute la nuit leur victoire. Mais le lendemain, ils ne savent que faire de leur pouvoir. Alors ils vont au village du Pin en Mauge, prendre conseil de l'un des leurs, qui s'est acquis une réputation de sage et de saint. Jacques Catelino, voiturier colporteur. Il a 34 ans, une femme et 5 enfants, pour lesquels il était en train de faire le pain. Salut les gars, vous en avez fait de belles? Et maintenant, que faut-il faire? Résister. La guerre est à présent pour nous le seul moyen de salut. Et s'il nous faut périr, que ce soit au moins en combattant. La bande de Catelino va s'unir à d'autres, et du 10 au 15 mars, les émeutes spontanées des conscrits vont tourner au soulèvement général d'une population excédée. Il faut alors des chefs expérimentés, de vrais militaires, les nobles. Le marquis de Bonchamp sera sceptique. Il refuse de prendre la tête d'une jacquerie. Mais devant l'insistance de ces gens, il demande la nuit pour réfléchir. Ce soldat de métier, âgé de 33 ans, a déjà longuement guerroyé en Inde, avec des troupes réglées. Mais que valent ces paysans qui n'ont jamais porté les armes que dans la braconne? Ils vont au massacre, ils courent au martyre. Comment leur faire entendre raison alors que constamment dans la nuit arrivent les nouvelles exaltantes des victoires du petit peuple? Vive Monsieur Bonchamp! Vive Monsieur de Bonchamp! Vive Monsieur d'Elbée, que les insurgés sont venus déloger aussi et qui suit la décision de Bonchamp, son ami. Ancien officier au régiment Dauphin Cavalerie, il reprend ainsi du service à 41 ans, quittant sa femme et un enfant nouveau-né. La deuxième principale région qu'on peut voir, c'est ce que les Deux-Sèvres, le nord des Deux-Sèvres actuelles. Et ici, ça va plutôt donc vers Mauléon, qui s'appelait Châtillon à l'époque. Donc dans les Deux-Sèvres actuelles, là, ça va être Henri de la Roche-Jacquelin, qui lui aussi sera généralissime à un moment donné, et Lescure, qui vont émerger en tant que chefs, donc tous les deux issus de la noblesse. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que cette région, donc près de Châtillon-Mauléon, à l'époque, en 1792, juste après la prise des Tuileries, il y avait déjà eu une révolte, donc la première révolte qui préfigurait un petit peu la contre-révolution, donc un an en fait avant les événements de mars 1793, et ça avait été maté dans le sang. Donc en fait, eux, ils vont rejoindre la contre-révolution un tout petit peu plus tard que les autres communes, parce qu'au départ, ils étaient un peu réticents parce qu'ils s'étaient fait massacrer en 1792, donc forcément, bon, ils, ils ont un petit peu hésité avant de rejoindre le mouvement. Ce 17 avril 1793, les appelés de la région autour de Saint-Aubin de Bobigné
viennent chercher le descendant des marquis de la Roche-Jacquelin, Henri, qui est touché lui aussi par la conscription républicaine et dont le père est retenu loin d'ici, dans ses plantations, aux îles. Les réfractaires attendent que celui qui fut leur camarade de jeu devienne leur chef de guerre. Mes amis! Mes amis, si mon père était ici, il vous inspirerait plus de confiance. Quant à moi, je ne suis qu'un enfant, mais j'espère vous prouver que je suis digne d'être à votre tête. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Euh, Ensuite, donc, il y a tout ce qui est le bocage en fait. Donc, c'est la région vers les herbiers, euh, Chantenay, ce genre de coin. Donc, ça, c'est plutôt le centre Vendée. Là, ça va être, il va y avoir un petit peu moins, ça va être un peu moins massif les soulèvements, mais quand même, c'est une région très rurale, donc très attachée au roi à la fois. Et là, ça va être plutôt Sapineau qui va émerger. Et enfin, la quatrième région qu'on peut un petit peu faire ressortir, c'est la région des Marais, donc une région plus côtière, donc vers Léger, Machecoul. Et là, ça va être Charette qui va être, donc qui est très connu, qui va être mis à la tête de la révolte. Donc c'est une région qui est assez étendue, hein, parce que ça remonte jusqu'au sud de la Loire, quasiment jusqu'à Nantes en fait. Euh, et Charette va être un petit peu à l'écart en fait. Il va vraiment. C'était quelqu'un qui avait une personnalité qui était assez indépendant et il va pas toujours se mêler aux actions de l'armée catholique et royale. Il va être un petit peu mener ses propres actions, même si de temps à autre, en fait, il va y avoir des actions coordonnées. Par exemple, le siège de Nantes en juin 1793, là, Charette va participer à l'attaque. Voilà, donc c'était un petit peu. J'ai j'ai fait une vidéo un peu plus courte que la dernière fois. Euh, on va essayer de continuer sur ce format, hein, parce que bon, 20 minutes c'est un peu trop long, je trouve. Voilà, merci pour votre attention et puis j'espère que vous aurez appris quelque chose quand même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Désolé pour l'absence pendant plusieurs semaines. Donc dans cette troisième vidéo, je vais vous parler donc des premiers combats entre mars et juin 1793. Je vais diviser la vidéo en deux parties. La première, je vais parler rapidement de la tactique et de l'organisation des Vendéens au combat. Et dans la deuxième partie, je parlerai des différentes batailles qui ont pu avoir lieu au début de cette guerre. Donc en fait, l'armée vendéenne, elle est divisée en une armée de non-permanents et une armée de permanents. Donc l'armée de permanents, en fait, donc Raynald Séché, dans son livre Le génocide franco-français, en parle bien. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y a trois noyaux de entre 12 000 et 15 000 hommes chacun. Donc ça fait à peu près 40 000 hommes. Et donc qui sont sous les ordres de Bonchamp, d'Elbé et de La Roche-Jacquelin, les trois différents noyaux.
Donc ça, c'est l'infanterie. Ensuite, il y a la cavalerie, donc qui est en fait assez bizarrement et pas forcément de manière intuitive. Et il y a une force des Vendéens en fait. Donc elle est composée de 4 divisions de 1000 à 1200 hommes chacune, soit à peu près 5000 cavaliers. Par contre, c'était, comme le déclare Boutillier de Saint-André, je cite encore Reynald Séché dans le génocide franco-français, la cavalerie venait après l'artillerie qui suivait la grande armée. Mais c'était parmi les cavaliers que l'œil était surpris de voir des harnais de cordes, des hommes sans bottes, coiffés de chapeaux ronds, sans pistolet, et n'ayant souvent pour toute arme qu'un sabre et un fusil en bandoulière. Et donc même Westermann, qui a été le boucher de la Vendée, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, parlait dans ces termes de la cavalerie. Tout le monde sait que c'est par là que l'ennemi a sur nous des avantages. Et enfin pour finir, donc il y avait l'artillerie, donc en 180 canonniers, environ 50 pièces, mais c'est quelque chose qui a évolué pas mal au fur et à mesure des aléas de la guerre. Euh, Bien souvent les Vendéens, surtout au début, en fait, ils vont prendre des pièces d'artillerie et ils vont se renforcer dans ce domaine. Et donc ensuite, donc il y a les non permanents. Donc ça, c'est principalement des paysans et en fait qui continuent à labourer leurs terres. Donc ils vont venir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent pour les rassemblements quand il y a des batailles et puis sitôt le combat terminé, ils retournent à leur champ. D'ailleurs, aux herbiers, il y avait tout un code en fait avec les moulins, c'est-à-dire qu'en fonction de la, donc les herbiers, il y a le mont des Alouettes qui est un petit peu en hauteur, donc ça se voyait assez loin. Et en fait, en fonction de la position des ailes, on savait si c'était si s'il fallait aller à la bataille ou si c'était le repos. Enfin, il y avait tout un code assez élaboré par rapport à ça. Donc voilà, les non permanents en fait, c'est les troupes les plus nombreuses, mais aussi les moins militaires, les moins réglées forcément. Donc pour ce qui est des combats de manière générale, je vais citer la marquise de la Roche-Jacquelin. Donc en fait, ce qu'elle disait de manière générale, je pense que c'est valable surtout au début de la guerre, hein. Après ça va fortement s'équilibrer. Mais en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'au début de la guerre, les Vendéens perdaient très peu d'hommes. Donc je la cite. En général, dans toutes les batailles, ceux-ci perdaient au plus un homme contre 5, et souvent un contre 10, même moins. Quoique cela paraisse d'abord incroyable, cela est très simple, avec un mot d'explication. Les paysans étaient cachés derrière les haies, et tous éparpillés sans ordre. À peine les bleus pouvaient-ils les apercevoir, et quand ils tiraient, suivant l'usage des troupes de ligne, à hauteur d'homme et sans viser, ils ne pouvaient tuer que 2 ou 3 individus. Au lieu que les Vendéens ne tiraient pas un coup sans viser, et comme les troupes de ligne présentent un front serré, il était bien rare qu'un coup de fusil fût perdu. Quand les paysans marchaient en avant pour prendre les canons, si ceux-ci tiraient avant qu'ils n'aient eu le temps d'y arriver, ils se jetaient ventre à terre sitôt qu'ils voyaient mettre le feu. La décharge passait au-dessus d'eux, et pendant ce temps, ils couraient à quatre pattes, et tuaient les canonniers avant qu'ils puissent tirer une autre fois à l'arme blanche. Et toujours, par rapport au combat, je vais encore citer un grand ami des Vendéens, enfin, c'est ironique ce que je dis, hein, c'est quelqu'un qui a son nom sur l'Arc de Triomphe, ce qui est un scandale quelque part. Donc, Turreau. Euh, donc, malgré tout, qu'est-ce qu'il disait sur les Vendéens? Il était plutôt assez élogieux. Donc, il décrivait les Vendéens comme étant des gens avec un attachement inviolable à leur parti, une confiance sans borne dans leur chef, une telle fidélité dans leurs promesses qu'elle peut suppléer à la discipline, un courage indomptable et à l'épreuve de toutes sortes de dangers, de fatigues et de privations. Voilà ce qui fait des Vendéens des ennemis redoutables et qui doit les placer dans l'histoire au premier rang des peuples guerriers. Parlons des combats maintenant. J'avais expliqué dans la deuxième vidéo que le cœur de la révolte, en fait, ça avait été les Mauges, c'est-à-dire le sud du Maine-et-Loire actuel. En effet, donc le 10 mars, il y a les premières révoltes à Saint-Florent-le-Vieil à cause de la conscription obligatoire. Dans la foulée, ils vont chercher Jacques Catolino, euh, une-
quelqu'un qui est issu du peuple comme eux pour se mettre à leur tête, donc qui va être élu le premier généralissime de l'armée catholique et royale. Et assez rapidement, ils vont prendre Jalais le 13 mars, Chemillé le 14 mars et Cholet à partir du 14 mars aussi. Donc très rapidement, en fait, une très grande partie de la région des Mauges va être complètement sous la domination des Vendéens. Donc dans cette conquête, il est aidé par les généraux Bonchamp et Delbé, qui vont être des généraux de tout premier plan dans la révolte vendéenne. Et la première vraiment vraie bataille, ça va être la bataille de Chemillé le 11 avril 1900 1793. Donc les républicains attaquent, essayent de reprendre le bourg de Chemillé. J'en avais parlé dans une autre vidéo sur le pater d'Elbé, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Donc après des combats très très violents, les Vendéens perdent pas mal d'hommes, mais ils arrivent quand même à repousser les républicains, qui sont sous la conduite du général Berruyer. Donc on pourrait croire à ce moment de la guerre, là, le 11 avril après la bataille de Chemillé, que les Vendéens sont bien, d'un point de vue, sont dans une bonne situation. Mais en fait, c'est pas du tout le cas parce que les mêmes jours, en fait, Bonchamp va être défait au Mesnil-en-Vallée, près de Saint-Florent-le-Vieil, et Stofflet va être défait à Coron. En plus de ça, et peut-être le plus grave, il y a quasiment plus de munitions, plus de poudre dans l'armée vendéenne. Donc ils se retranchent vers Beaupréau et en fait leur situation est assez désespérée. Voilà, donc ça c'est les premiers combats dans les Mauges. Après, je vais faire un petit peu le parallèle avec ce qui se passe dans la région de Châtillon, qui est sous la conduite de Henri de la Roche-Jacquelin. Donc, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, en fait, la révolte va commencer plus tard, donc le 13 avril, à peu près au même moment où il y a la situation qui est désespérée du côté de Catolino, Bonchamp, d'Elbé. La révolte va commencer dans, au village des Aubiers, donc où les paysans vont chercher Henri de la Roche-Jacquelin. Donc tout de suite, en fait, il y a une bataille qui va se dérouler dans le cimetière des Aubiers et, Henri de la Roche-Jacquelin, qui est vraiment un meneur d'hommes, en fait, il va vraiment rameuter ses troupes en faisant croire à ses hommes que les républicains sont en train de fuir alors qu'ils étaient seulement en train de se retrancher, en fait. Et l'une des caractéristiques des Vendéens, c'est qu'ils sont vraiment, ils suivent leur chef jusqu'à la mort, quoi. Si leur chef est un petit peu hésitant, ils vont partir, ils vont fuir parce que c'est en plus c'est pas des militaires à la base, mais par contre si leur chef les harangue et exemplaire, là ils vont les suivre et ils vont oublier tout danger en fait. Donc grâce à ça, ils prennent les Aubiers le 13 avril. Et donc dans la foulée, en fait, Henri de la Roche-Jacquelin apprend la situation désespérée dans laquelle se trouvent les troupes dans les Mauges. Et vu qu'il a récupéré pas mal de munitions, en fait, il va courir, il va vraiment aller, au lieu d'aller délivrer son cousin qui est euh, Lescure, il va tout de suite se porter au secours de Catolino. Et donc, il arrive et grâce à toutes les munitions, grâce aux hommes qu'il a emmenés, en fait, ils arrivent à repousser petit à petit tous les républicains. Donc, il y a la bataille de Beaupréau qui est assez importante le 22 avril. Puis, ils reprennent Villers le 30 avril.
Et en fait, fin avril, les républicains se retrouvent à devoir fuir au-delà de la Loire, donc la région est complètement sécurisée. Le général Berruyer, qui avait pour charge de conquérir les Mauges, va d'ailleurs avoir des problèmes avec le directoire, avec la Convention, et il va d'ailleurs avoir un peu peur pour sa peau, parce que c'était la terreur à l'époque, fallait mieux pas perdre des batailles. Voilà, donc on voit quand même que les régions des Mauges et de Châtillon, donc l'est de la Vendée militaire, c'est des régions qui en fait vont travailler vraiment ensemble pendant la guerre. Donc par la suite, cette armée va pousser vers le sud. En particulier, donc ils vont délivrer Louis de Lescure le 3 mai 1793. Donc en fait, Louis de Lescure, il avait été emprisonné à Bressuire parce que il était suspect. Et il s'en sort un petit peu miraculeusement avec de la chance parce qu'on l'avait un petit peu oublié. Et puis c'est vrai que les habitants de la région l'adoraient en fait. Euh, les républicains en fait ils quittent Bressuire assez précipitamment hein, par peur des Vendéens qui se rapprochent. Et donc les Vendéens le 3 mai prennent Bressuire sans combattre. Ensuite, donc ça va être vraiment une période favorable vu que 2 jours après, ils vont prendre Thouars, donc le 5 mai. Et pour finir, il va y avoir les 2 batailles consécutives assez importantes à Fontenay-le-Comte, donc vraiment plus au sud. Donc la première bataille va être perdue. Et par contre, quelques jours plus tard, ils vont réussir à prendre la ville. Et puis le 9 juin 1793, donc là, beaucoup plus au nord, à Saumur, c'est quasiment l'apogée en fait de l'armée vendéenne qui va prendre cette grande ville. Euh, c'est vraiment une victoire totale parce qu'ils vont prendre 66 canons. Il va y avoir énormément de morts et de blessés côté républicain, 1500 environ, et beaucoup moins côté vendéen. Euh, et si- donc ouais, comme je le disais, c'est quasiment un apogée. Et à la suite d'un conseil qui tiennent, en fait, il y a même certains chefs qui pensent à pousser jusqu'à Paris, et ils pensent à marcher vers Paris. Donc il y a la Roche-Jacquelin en particulier qui était partisan de cette option, mais au final ils vont décider de pas trop de pas quitter le territoire. Ce qui leur avait pas trop mal réussi jusque-là. Alors qu'au contraire, le général de Charette va lui être va être un peu plus isolé de manière générale. Donc fin 1793, les paysans qui viennent de prendre Machecoul viennent le chercher dans son manoir. Et lui, il a pas trop envie d'y aller. D'ailleurs, il se serait caché sous son lit. Donc les paysans avaient essayé de prendre Pornic une première fois, ils avaient échoué. Charette donc se met à leur tête et ils obtiennent une première victoire le 27 mars 1793 en prenant Pornic, donc qui est une ville côtière. Par la suite, par contre, il va y avoir plus d'aléas. Donc le 13 avril, ils essayent de prendre Châlons, mais ils n'y arrivent pas. Le 30 avril, ils réussissent à repousser une attaque républicaine qui visait à prendre la ville de Léger. Et Machecoul est repris une première fois par les Bleus, mais donc la deuxième bataille de Machecoul. Mais lors de la troisième bataille de Machecoul, ils reprennent à nouveau la ville. Donc disons que c'est un petit peu c'est des victoires un peu moins éclatantes que l'armée catholique et royale plus à l'est, mais il y a quand même Charette arrive à fédérer pas mal de monde autour de lui, y compris des déserteurs de l'armée républicaine qui se mettent à combattre auprès des Vendéens. Et donc on arrive en début juin 1794.
13, où Charette propose d'attaquer la ville de Nantes et l'armée catholique et royale donc va, après avoir pris Saumur, ils acceptent sa proposition ils acceptent d'essayer de prendre Nantes au lieu d'aller marcher sur Paris. Donc c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo sur la deuxième partie des combats, avec des combats qui vont se révéler décisifs pour la suite de la guerre de Vendée. Donc on avait laissé la précédente vidéo après la bataille de Saumur, qui a été un point culminant pour les Vendéens. Donc les chefs vendéens décident de marcher sur Nantes, et ils avaient envisagé aussi de peut-être d'aller sur Paris. Au final, ils se concentrent sur Nantes et ça va être la première opération conjointe entre Charette et l'armée catholique et royale. Donc Charette, ils ont un plan établi. Donc Charette doit attaquer avec des canons par le sud, Bonchamp par l'est et Catolino par le nord. Ce qui se passe en fait, c'est que l'armée catholique et royale est retardée entre Ancenis et Nantes par des accrochages, et il était convenu que l'attaque se déroule à 2 heures du matin. Donc à 2 heures du matin, Charette commence à entrer dans la danse avec ses canons, alors que l'armée catholique n'est pas encore là. Donc il y a un problème de synchronisation entre les deux armées qui va poser un réel problème pour la suite de la bataille. Donc malgré tout, Catolino, qui connaît très bien la ville parce que c'était un marchand et du coup il la connaissait très très bien dans les moindres détails, arrive avec un certain nombre d'hommes vraiment au cœur de la ville. Il semble à un moment que la bataille puisse être gagnée parce que les troupes républicaines commencent à fuir route de Vannes. Mais le souci, c'est que y a une erreur tactique de la part de Stofflet et surtout Prince de Talmont, qui, au lieu de laisser fuir les troupes républicaines, commence à les attaquer donc depuis la route de Vannes, depuis l'ouest. Et les troupes républicaines se réfugient donc à l'intérieur de Nantes et sont obligées de combattre jusqu'à la mort. Catolino arrive place Viarme, mais il se fait avoir par un franc-tireur. Et donc au final, la bataille est perdue. Le, la blessure grave de Catolino décide du sort de la bataille en grande partie. Au final, les Vendéens se replient sans avoir pu prendre la ville. Ce qui aurait été d'ailleurs vraiment un ancrage très important parce que ça leur aurait ouvert la porte de la Bretagne. Et la Bretagne était vraiment acquise aux idées royalistes, donc ils auraient pu soulever, soulever les Chouans, ce qui aurait pu changer le cours des événements. Mais donc ils sont perdants au final. Nantes, grand port et ville clé pour tendre la main aux insurgés bretons, est sous le feu des canons de Charette dès la nuit du 29 juin. Charette fait seul donner son artillerie, et il s'impatiente d'être sans nouvelles des autres divisions vendéennes. C'est ici que le destin va basculer.
à cause du retard pris par les colonnes d'assaut de Catolino. En milieu d'après-midi, enfin, celui-ci est en vue de la cathédrale Saint-Pierre. En avant, les gars! En ce jour de la Saint-Pierre, délivrons son église! Un franc-tireur vise le général des brigands. Le saint de l'Anjou est mort. C'est le cri de la panique et le reflux vendéen. Jacques Catolino ne mourra que 2 semaines plus tard, un 14 juillet, à Saint-Florent-le-Vieil, où il fut transporté. On avait tardé à extraire la balle de plomb mâchée par le franc-tireur, et la gangrène avait gagné. Par la suite, alors que l'armée catholique et royale est retenue aux environs de Nantes, donc, Westermann va en profiter pour gagner tout d'abord la bataille de Parthenay, puis prendre Bressuire et traverser tout le pays insurgé avec une colonne de 10 à 15 000 hommes. Et c'est assez grave parce que c'est la première fois que une colonne, enfin que des troupes s'engagent aussi loin dans le territoire vendéen, vu qu'ils vont arriver jusqu'à, il va y avoir la bataille de Châtillon. Et Châtillon, c'est vraiment le quartier général des Vendéens, presque, on pourrait dire. Et donc il va prendre Châtillon avec ses cavaliers. Donc Westermann et ses colonnes, en fait, ils prennent les Vendéens par surprise. Au niveau des chefs, il reste assez peu de monde. Il reste Lescure et la Roche-Jacquelin principalement. Et en fait, ils prennent Châtillon assez vite parce que les paysans, en fait, c'était pas des militaires. Et ils étaient très enthousiastes en général, quand il s'agissait d'attaquer l'ennemi, dans la mesure où leur chef était à la hauteur. Par contre, quand ils se faisaient attaquer, souvent ils étaient assez peureux. Et donc là, ils se font prendre par surprise et ils refluent en désordre. D'ailleurs, la marquise de la Roche-Jacquelin a des mots assez forts dans ses mémoires. Je rappelle au passage que c'était pas la femme de, de Monsieur de la Roche-Jacquelin. En fait, c'est en seconde noces qu'elle a épousé le frère de la Roche-Jacquelin, mais elle était mariée à Lescure en fait. D'ailleurs, elle a des mots assez élogieux sur Lescure. Mais où on peut voir en fait l'intégrité d'ailleurs de ses mémoires, et c'est pour ça en partie qu'elles font référence, c'est que elle fait donc même si effectivement elle met un peu sur un piédestal son mari Monsieur de Lescure, et d'ailleurs Monsieur de la Roche-Jacquelin aussi, elle elle fait preuve souvent de franchise, alors parfois sur les massacres qui sont assez rares mais qui ont pu avoir lieu de républicains. On verra plus tard dans des vidéos que la plupart du temps, il y a eu beaucoup beaucoup de miséricorde de la part des chefs vendéens. Mais donc, quand il y a des massacres de la part des Vendéens, elle le dit. Et en plus, elle fait preuve vraiment de franchise. Euh, Par exemple, elle parle quand elle a peur. Elle le dit très ouvertement. Et il y a une vraie sincérité qui transparaît de ses mémoires. Donc là, par exemple, ce qu'elle dit: il faut bien qu'ici ma bravoure brille dans tout son éclat, d'autant qu'à cette époque j'étais peu aguerri. Toutes les fois qu'il y avait quelques batailles, comme elles étaient presque toujours à portée d'être entendues dans la Vendée, c'était un spectacle touchant de voir toutes les femmes, les enfants et tous les hommes qui étaient restés tomber à genoux et prier Dieu dans le plus profond silence tant que le combat durait, et se relever en criant Vive le roi. Le jour de la bataille de Châtillon, nous entendîmes bientôt les coups de canon se rapprocher avec vivacité. Nous vîmes que la déroute était notre partage. Je me mis à courir de toutes mes forces, n'étant qu'à 1 lieue et demie de Châtillon. Je passai vite la rivière de la Sèvre à ma lièvre. Je courus toute seule dans une métairie que je ne connaissais pas. Je m'y fis habiller en paysanne des pieds jusqu'à la tête. Je choisis même tous les vêtements les plus déchirés et je rejoignis maman et tous les habitants de la Boulée que j'avais laissés passant le pont. En Vendée, c'est Westermann qui sévit, le sabreur qui s'est illustré le 10 août 1792 dans la prise des Tuileries et les massacres qui s'ensuivirent. Pendant que l'armée des insurgés est encore autour de Nantes,
Il a son plan, sa méthode. Un village brûlé terrifie plus que la vue de 100 cadavres. Et mieux vaut les deux. Un raid rapide, de part en part, avec une colonne de brûle-tout, renouvelant les mêmes scènes de terreur, massacres et incendies. Le martyre de la Vendée recommence. Et il ne fait que commencer. Brûler au passage le domaine de l'Escure est un évident plaisir pour celui qu'on surnomme le boucher de la Vendée. Il n'épargnera pas non plus le repère des La Roche-Jacquelin, la Durbelière, livrée aux flammes. Donc l'armée vendéenne qui avait été surprise va se ressaisir de manière assez spectaculaire. Il faut savoir que Westermann attendait en fait une contre-offensive, mais venant de Cholet. Et ce qui va se passer, c'est que les Vendéens vont attaquer par l'ouest, enfin sud-ouest, au niveau d'un moulin qui est donc vers la Sèvre, entre Malièvre et Châtillon. Et donc les Vendéens sont menés par Monsieur de Lescure. Et ils vont complètement affoler les Bleus. Et de la même manière qu'ils ont été surpris 2 jours auparavant, ils vont faire fuir Westermann et toutes ses colonnes. Et ça va au final devenir une éclatante victoire, vu que sur 10 ou 15 000 cavaliers de Westermann, il va en rester que 300 qui vont réussir à s'enfuir. À Châtillon, capitale des insurgés, À la République! Westermann peut arroser sa victoire Prosit! avec sa légion germanique. Loin d'imaginer que les divisions vendéennes sont en train de rameuter à marche forcée. Armes, brigands! Surpris, les Bleus seront culbutés, chassés, et Westermann ne devra son salut qu'à la vitesse de son cheval. Donc il va y avoir 3 combats. Donc là on arrive sur les mois de juillet-août 1793. Il va y avoir 3 combats sur Luçon, donc qui est vraiment au sud, c'est des Grandes Plaines. Et par 3 fois les Vendéens vont être battus, et surtout la troisième bataille, le 14 août 1793, va être une bataille où il va y avoir beaucoup de morts. Il faut savoir que après la mort de Catolino, Monsieur Delbé avait été nommé généralissime, et c'était pas forcément le plus qualifié. D'ailleurs, même lui voulait pas, en était conscient. Madame de la Roche-Jacquelin a des mots assez durs sur le rôle de Delbé dans la défaite de Luçon, enfin le troisième combat de Luçon. Monsieur de Charette et de Lescure furent chargés de l'aile gauche, Monsieur Delbé du centre, Monsieur de la Roche-Jacquelin et Monsieur de Marigny de l'aile droite. La déroute fut complète, par 1000 raisons que je vais expliquer. Primo, l'aile gauche se mit en ordre et se rangea en ligne le plus possible suivant le plan. Mais le centre n'arrivant point assez tôt, elle fut obligée de rester en panne pendant 2 heures. Monsieur de Charette et de Lescure commencèrent le combat avec une impétuosité sans égale, renversèrent les ennemis, prirent 5 pièces de canon. Le centre aurait dû donner sitôt que les Bleus avaient commencé à plier, mais au lieu de cela, le désordre le plus complet y régnait. Monsieur Delbé n'avait donné le plan de la bataille à personne. Donc ça va être vraiment un coup d'arrêt pour les Vendéens qui vont donc perdre toute ambition vraiment sur le sud de la Vendée et qui vont se retrouver un petit peu acculés. Ils vont essayer un petit peu de faire des coups d'éclat. Donc il y a une seconde bataille à Thouars, donc Thouars qui avait été reprise par les Bleus sans combat. Donc elle était républicaine, et pour se donner un peu d'air, il va y avoir
une action de la part de Lescure, mais c'est plus une escarmouche en fait. Donc même si au final ça pourrait être vu comme une défaite vendéenne, ça va être plutôt intéressant parce qu'en fait ils vont tellement leur faire peur qu'il y a beaucoup de nouvelles troupes en fait qui vont refuser, enfin qui vont être assez terrifiés à l'idée d'avancer dans le pays insurgé par la suite. Donc voilà, ça c'est à l'est, du côté de l'est. Et après, il y a de nouvelles troupes qui arrivent, donc les troupes les Mayenzais, donc qui est réputée pour être la meilleure armée d'Europe à l'époque. Donc c'est une troupe de la République jacobine qui a été défaite à Mayence et qui a promis de... Donc ils ont été assiégés dans Mayence et ils ont accepté de quitter les lieux et ils ont juste dû faire la promesse de plus livrer de bataille contre les puissances coalisées contre la République française. Et ils sont envoyés en Vendée. Donc c'est des troupes d'élite qui sont envoyées en Vendée. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs... Enfin, l'étau commence à se resserrer sur les Vendéens, en particulier vers le sud. Les troupes de Mayence vont arriver vers le nord. Et là, on va vraiment arriver à un point où il faut déjà sauver la Vendée, quoi. Et donc, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, qui va arriver très vite. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Donc, on avait vu dans la précédente vidéo qu'il y avait une poussée de la République vers le sud après les victoires de Luçon et que l'armée de Mayence, qui était une armée d'élite, arrive au même moment à Nantes et donc les Vendéens se retrouvent encerclés. En effet, on a donc les Mayençais qui se déploient à partir de Nantes et qui marchent vers le sud. Et il y a un plan qui peut être fatal aux Vendéens, c'est que donc les Mayençais avec l'armée de Brest également marchent de Nantes vers Mortagne, c'est ça le plan, Mortagne-sur-Sèvre au sud de Cholet. Et de l'autre côté, venant de l'est, il y a l'armée dite de La Rochelle qui doit faire la jonction vers Mortagne-sur-Sèvre. Et à partir de là, repousser, une fois que les deux armées font leur jonction, l'idée c'est que les Vendéens soient repoussés sur le gros des troupes de l'armée de La Rochelle pour en finir avec l'armée catholique et royale. Donc en effet, l'avancée de l'armée mayençaise avec l'armée de Brest est assez fulgurante au début. C'est Charette qui essaye de s'y opposer. Assez intelligemment, il va être assez tactique et il va se retirer de ses fiefs, donc Machecoul et Léger. Donc en plus de cette armée d'élite qui est l'armée de Mayence, ils utilisent des nouvelles armes, en particulier des obus, et puis donc qui sont utilisés pour la première fois, je crois. Heureusement à l'est, l'armée catholique contient très bien Rossignol. Donc voilà, Charette est assez rapidement submergé, il se retire vers l'intérieur du pays insurgé. Et donc après plusieurs défaites de Charette, l'armée de Mayence, en tout cas l'avant-garde dirigée par Kléber, arrive à- entre Tiffauges et Torfou. Et donc c'est là qu'il va y avoir une bataille déjà décisive. En fait, à partir de ce moment-là, toutes les grandes batailles sont décisives pour les Vendéens. S'ils en perdent une, ils perdent la guerre, quoi. Parce que
les réserves de la République sont inépuisables, ou presque, ce qui n'est pas le cas du tout des Vendéens. Donc Kléber arrive avec son avant-garde à Torfou. Donc Torfou, c'est un lieu assez intéressant parce que c'est situé au confluent des trois provinces. Donc, c'est-à-dire entre la Bretagne de l'époque, donc qui s'entendait jusque-là, l'Anjou et le Poitou. Et d'ailleurs actuellement c'est un peu la même chose, sauf que c'est plus les mêmes dénominations, mais Torfou c'est au confluent entre trois départements qui sont la Loire-Atlantique, donc anciennement la Bretagne, le Maine-et-Loire, anciennement l'Anjou, et la Vendée, anciennement le Poitou. Jamais la Vendée n'avait connu un tel péril. Ici, à la jonction des trois provinces, s'élève la colonne commémorant cette bataille décisive, toutes armées réunies, Torfou. Camarades, il faut vaincre ou périr. C'est ici qu'il faut sauver notre pays d'une entière destruction. Si vous fuyez, tout est perdu. Et vous ne me verrez plus à votre tête. Vive la République! Vive la République! Donc Kléber arrive à prendre avec son infanterie les collines de Torfou, et les Vendéens, en particulier les paysans, paniquent et ils s'enfuient en direction de Tiffauges. Et c'est là que leurs femmes, en fait, qui sont restées à l'arrière, les arrêtent et leur, elles leur disent, elles les insultent presque, et elles leur disent repartez au combat, sinon vos enfants vous mépriseront. Et Charette exhorte ses troupes et ils repartent au combat. Au même moment, l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou, donc avec Delbé, Lescure et Bonchamp, rejoint l'armée de Charette à Torfou. Et donc la cavalerie vendéenne arrive vraiment à faire une percée et à détruire quasi complètement cette avant-garde. Donc Kléber fuit en direction de Clisson et il demande à un de ses lieutenants, Chevardin, de littéralement se sacrifier, ce qu'il fera au niveau du pont de Boussay. Je vais vous lire, l'ouvrage de Émile Gabory sur les guerres de Vendée. C'est un historien qui est réputé être assez neutre et assez objectif. Grâce à Chevardin, l'armée de Kléber a pu retraiter et se remettre en ordre. Elle n'est pas pour cela sauvée, et si les Vendéens savent s'entendre, elle ne reverra pas Nantes. Elle se hâte. Canclos prescrit à Bessay, resté à Montaigu, de regagner le gros de l'armée de Mayence, et à Mieszkowski de l'armée de La Rochelle, isolé à Saint-Fulgent, de rétrograder sans délai. Mais Bessay, complètement ivre, se laisse écraser par une division maréchine, tandis que Mieszkowski se voit délogé de Saint-Fulgent par Charette et Lescure. Mais cette victoire de Saint-Fulgent qui détruisit la brigade de Mieszkowski sauva l'armée de Conclos. Il avait été entendu en effet que Charette, Lescure et Bonchamp devaient ensemble barrer la route à cette armée en retraite sur Nantes et l'écraser. Le lieu choisi pour l'attaque conjuguée de toutes les armées réunies était le Palais, à 22 km de Nantes. Soit par jalousie contre Bonchamp, soit parce qu'il leur paraissait plus facile d'atteindre Mieszkowski, Charette et Lescure, en freinant les décisions acceptées d'un commun accord, se dirigèrent sur Saint-Fulgent. Pendant ce temps, Bonchamp rejoignait les Républicains au-delà du palais, sous les murs du château de la Galissonnière. Il attaqua, inférieur en nombre, les 12 000 hommes de l'adversaire, s'attendant à être secouru par les deux autres généraux. Un long convoi de 1200 chariots entravait la progression de la colonne républicaine. Un bataillon défilait après chaque centaine de voitures, cible magnifique, objectif facile à atteindre. Les Vendéens qui venaient de traverser un pays où toutes les maisons flambaient étaient au comble de la fureur. Ils se jetèrent sur les ambulances et massacrèrent les blessés de la bataille de Torfou. Fait unique dans le déroulement des actes vendéens, fait qui va d'ailleurs recevoir immédiatement son châtiment. Tandis que les paysans sont occupés à cette œuvre de mort, débouche
Issoudun Aubert du Baillet qui brise les rangs vendéens. 3 fois Bonchamp ramène ses Angevins au combat, la 3e fois à 12 km de Nantes, au lieu dit Tournebride. Il s'étonne et s'inquiète de ne pas voir arriver Charette et Lescure. Il prend le parti de retraiter sur l'Anjou par Valette. Il est plein de colère à l'égard des 2 autres généraux, il les accuse de trahison. Il est certain que devant l'histoire, Charette et Lescure portent la responsabilité de l'échec. Le corps de Miekowski, à la destruction duquel ils eurent le tort de s'attacher, n'était nullement redoutable. L'intervention du gros des armées vendéennes eût vraisemblablement causé la perte de celle de Canclos. Elle eût donné à la victoire la plus grande de toutes celles remportées jusque-là par la Vendée militaire, puisqu'elle aurait anéanti l'une des 3 armées envoyées dans l'Ouest par la Convention, la plus dangereuse des 3. Donc on voit l'importance du facteur humain dans cet épisode. L'orgueil des chefs tout d'abord, et aussi la fureur des hommes qui n'avaient, d'un point de vue militaire, aucun intérêt à attaquer des ambulances et qui vont pas réussir l'objectif à cause de cela. Et tout cela va avoir des conséquences désastreuses. Donc tout d'abord, l'armée n'a pas été détruite, et en plus, les chefs vont être brouillés durablement à cause de cet épisode. Madame de la Roche-Jacquelin le raconte d'une manière un petit peu différente d'Émile Gabory. Mais bon, on voit qu'il n'y a pas de malhonnêteté dans les 2 récits, c'est juste que Madame de la Roche-Jacquelin, forcément, son mari avait fauté quelque part, et donc elle le disculpe un petit peu, enfin, elle a une vision forcément qui est plus centrée sur, qui est plus favorable à Lescure. Donc par contre, elle s'étonne dans ses mémoires de la défection de Charette. Elle dit que c'est à cause d'un butin qui n'aurait pas été partagé avec Charette. Toujours est-il que Charette repart dans son pays. Au même moment, donc, la victoire de Torfou des Vendéens a un impact absolument incroyable à la Convention. Gabory, dans son livre sur la Vendée, je cite: Le comité de salut public adresse aux soldats de la République une proclamation vibrante contre les rebelles. Écrasez-les, que chacun se dise: aujourd'hui s'anéantisse la Vendée, et la Vendée sera vaincue. Donc à partir de ce moment, les événements vont s'enchaîner très rapidement. Le 12 octobre, Charette, de son côté, va prendre l'île de Noirmoutier. Petit détail intéressant, il va utiliser le passage du Gois qui existe encore aujourd'hui et qui est d'ailleurs une curiosité parce que donc à marée haute, la chaussée est complètement inondée, et à marée basse, on peut traverser l'île à pied. Et c'est ce que va utiliser c'est cette caractéristique que va utiliser Charette. Il avait déjà essayé la veille de s'emparer de l'île, mais en fait, ces hommes avaient battu en retraite quand ils avaient entendu le canon républicain. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer en fonction de la marée, de telle sorte que quand ces hommes seront à la moitié de la chaussée, l'eau soit suffisamment haute en fait pour qu'ils aient pas d'autre choix que d'aller sur l'île. Donc c'est très intelligent parce que en effet ils arrivent à prendre l'île donc le 12 octobre. Au même moment, donc l'armée catholique et royale, forcément elle n'a pas le soutien de l'armée de Charette, et elle est encerclée donc par les Mayenzais au nord qui n'ont pas été détruits, et au sud par Westermann et Chalbos. Ce qui se passe, c'est que Châtillon, qui est donc la capitale des Vendéens, se fait prendre le 9 octobre. Et c'est pour les Vendéens, en fait, c'est juste pas possible de laisser ça tel quel, parce que sinon l'armée va perdre absolument
toute confiance et il faut absolument reprendre Châtillon. Donc ce qui se passe, c'est que il y a quasiment enfin, tous les chefs qui étaient aux alentours de Clisson pour contenir au nord les Mayenzais va en catastrophe rappliquer sur Châtillon. Ils arrivent à prendre Châtillon assez facilement parce que l'armée républicaine s'était enivrée. Mais encore une fois, indiscipline. Ils s'enivrent à leur tour et Westermann, qui avait pourtant plus que quelques centaines d'hommes, en profite et il mène un raid éclair dans lequel il va tuer énormément d'hommes vendéens complètement sous donc. Et toutes les troupes qui avaient rappliqué du nord vont en fait laisser le champ libre aux Mayenzais pour avancer à leur tour. Et donc là, c'est vraiment l'heure décisive parce que donc il y a 3 armées républicaines, celle de Mayence, plus de 10 000 hommes restants, celle de Luçon, 3 000 hommes, et celle de Niort, 12 000 hommes, qui referment leur tenaille autour de Cholet. Donc le 14 octobre, les Mayenzais et l'armée de Luçon font leur jonction. Et encore une fois, faut, faut sauver la Vendée, encore une fois. Donc sous la panique, en fait, les chefs vendéens abandonnent Cholet et ils partent vers Beaupréau. En fait, dès qu'ils ont quitté Cholet, ils se rendent compte de leur erreur. Et du coup, il va y avoir le 17 octobre le choc décisif aux alentours de Cholet. Donc il y a tous les généraux républicains, Kléber, Marceau, Muller, Chalbos. Ils sont 23 000, dont quasiment la moitié de Mayenzais, donc là, une armée d'élite. Dans l'armée vendéenne, même chose, sauf Charette. Il y a tous les chefs. Et la rencontre se produit donc entre Beaupréau et Cholet, au lieu-dit de la Papinière. Les chefs vendéens étaient en général très bons, très clairvoyants, mais là, c'est pas forcément la meilleure stratégie en fait. Donc ils ont 40 000 hommes et ils vont envoyer en file indienne quasiment toutes leurs troupes au lieu-dit de la bataille. Donc au début, ça se passe plutôt bien. Ils atteignent donc les abords de Cholet, ils pénètrent dans la ville et ils commencent à vraiment culbuter les premières lignes républicaines. À l'ouest en particulier, La Roche-Jacquelin, aidée de Roiran, enfonce complètement les lignes républicaines et arrive dans les faubourgs de Cholet. C'est à ce moment-là en fait que Kléber va se révéler un militaire exceptionnel. En fait, il avait quasiment plus de troupes, les Mayenzais avaient été quasiment entièrement détruits, et là, avec seulement son dernier régiment, le 109e, il va réussir à faire un coup de bluff et à prendre à revers les Vendéens qui étaient entrés dans les faubourgs. Vendéens qui se rendent pas compte en fait que l'armée de Mayence est quasiment finie, quoi. Axo fait également une manœuvre qui va complètement contourner les lignes vendéennes pour attaquer Stofflet à l'est. Et donc la dynamique change de camp. Donc ouais, les Vendéens commencent à plus trop y croire. Il y a une bonne partie qui fuit. Il y a Ça reste indécis malgré tout parce que les meilleurs hommes de Bonchamp et d'Elbé repartent au combat. Comme je l'ai dit, au niveau des troupes républicaines, il n'y a plus grand monde. Mais à ce moment-là, les événements vont se précipiter. Le destin voulait que donc Bonchamp et Delbé, à quelques minutes d'intervalle, soient grièvement blessés. Lescure avait été blessé, lui, à une bataille auparavant. Et assez naturellement, voyant cela, les Vendéens vont refluer dans le plus grand désordre. Et ils ont un seul cri, à la Loire, à la Loire. C'est ce qui avait été plus ou moins prévu avant la bataille.
que dans tous les cas, ils allaient passer la Loire. Et les femmes, les enfants vont accompagner cette fuite. C'est donc une déroute totale, mais on verra dans le prochain épisode que les Vendéens vont encore faire preuve d'énormément d'héroïsme. Donc on verra la mort de Bonchamp, un Bonchamp très magnanime dans sa mort, la traversée de la Loire, et ce que les livres d'histoire appellent la virée de Galerne. À bientôt et merci pour votre attention.